Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h16, merci d'être avec nous ce matin. Manifeste pour la santé 2022 par le professeur Pierre-André Grimaldi, aujourd'hui professeur émérite en diabétologie au CHU Pitié-Salpêtrière et cofondateur du collectif Interhôpitaux. Et ce livre est aux éditions Odile Jacob. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Pourquoi l'hôpital est malade? En quelque sorte, c'est ça en fait votre livre, hein, l'hôpital, mais pas que l'hôpital, c'est l'ensemble du système en fait de soins. On rappelle aussi d'ailleurs que vous étiez cofondateur du collectif Interhôpitaux, qui avait fait beaucoup parler de lui avant la crise du Covid, où il y avait une sorte d'injonction au pouvoir public en disant faut s'occuper de nous maintenant en urgence, parce que sinon on ne va plus assurer. Alors c'était des services administratifs en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y avait eu 1000 chefs de service et responsables d'unité qui avaient démissionné. Oui. Pour lancer l'alerte, avant le Covid. Oui, juste avant le Covid. Rappelez-vous qu'il y avait eu une épidémie avant le Covid. L'épidémie habituelle, annuelle, de bronchiolite, des nourrissons. Et pour la première fois, 30 nourrissons avaient dû être transportés à plus de 200 km de Paris parce qu'il n'y avait pas de place en réanimation pédiatrique, faute de personnel. Oui, donc c'était avant le Covid. Parce qu'un lit sur 5 inoccupé, faute de personnel en ce moment. C'est vraiment la situation que l'on a dans nos hôpitaux, ça? Il y a un manque de personnel partout. Alors, plus dans des grandes villes ou l'Île-de-France, mais dans les grandes métropoles, il y a partout, parce que les conditions de travail sont très dégradées. Et alors, c'est un cercle vicieux. Si vous arrivez et vous avez plus de malades à prendre en charge, vous en avez assez, et puis vous arrêtez, et puis et finalement, donc les conditions de travail sont très dégradées. La perte de sens au travail, parce qu'on a voulu traiter l'hôpital comme une entreprise. Bon, vous dites, vous êtes infirmière aujourd'hui en diabétologie, demain vous pouvez aller en néphrologie. Peut-être même des fois en chirurgie ou en réanimation. Mais c'est pas ma compétence. Et puis alors, vous voyez un malade un jour, mais le lendemain, vous n'êtes pas là. Donc, vous ne suivez pas. Donc, cette idée que l'hôpital est une entreprise comme une chaîne de production, où tout le monde peut remplacer, les infirmières peuvent se remplacer les unes les autres, où ça a détruit les équipes. Alors, la force de l'hôpital, c'était l'équipe. Comme dans le sport, comme dans la musique. La cohésion, en fait. La cohésion, ensemble, chacun joue sa partition dans un ensemble. Mais alors, pourquoi on les a cassés alors? Parce qu'il n'y avait pas suffisamment... On a dit beaucoup que ça venait aussi des 35 heures d'application de la réduction du temps de travail. C'est exact, ça? Oui, mais en même temps, c'était une évolution. Non, c'est-à-dire, c'est la manière dont on a appliqué les 35 heures. C'est pas les 35 heures en soi. C'est-à-dire, si vous dites aux infirmières, vous aurez plus de vacances, alors que c'est les femmes jeunes qui ont des... infirmiers aussi, qui ont des enfants, qui vont à l'école, vous aurez plus de vacances coïncidant avec les vacances des enfants, très bien. Mais la cohésion de votre travail hebdomadaire n'a pas changé. Tandis que là, on a dit non, pas du tout. On va, bloquer les salaires, besoin de 35 heures, et deux, on va faire varier les horaires de travail. Alors, une semaine, vous commencez à 8 heures, à 7 heures. La semaine d'après, vous commencez à 14 heures. Comment vous avez une vie de famille? Difficile. Donc, on a réglé les 35 heures en disant, faut pas embaucher trop. Faut pas donner plus de vacances extensives, donc on a détruit les équipes, on a bricolé, donc, et sans embaucher suffisamment. Donc le résultat est là. Alors ensuite, on a, vous le dit, l'hôpital devient une entreprise, ce qui est vrai pour une petite partie d'activité, c'est-à-dire que vous avez une partie de chirurgie ambulatoire, de cataracte ambulatoire, d'opération du canal carpien, de hernie. Tout ça se fait à la chaîne, maintenant c'est un hôpital de jour, vous rentrez le matin, vous ressortez le soir, vous êtes chez vous. Ça, c'est plutôt efficace et ça marche bien. C'est efficace et ça marche bien. Et c'est un progrès. Bon, par contre, le personne âgée polypathologique, aujourd'hui, c'est fréquent avec l'âge. Les situations complexes, les maladies chroniques, tout ça, ça marche pas du tout. On a fait un modèle unique. Et puis ensuite est arrivée la crise de 2008, la crise financière, et on a dit on dépense trop. Serrons la vis. Et la France a été parmi les pays où on a serré la vis le plus. On a fermé des lits. Ça s'est traduit notamment aussi par la fermeture régulière de lits. On a fermé, en 10 ans, on a fermé 100 000 lits à peu près. Alors on a fermé des lits, mais aujourd'hui on en a encore beaucoup, mais il y en a 1 sur 5 qui est inoccupé. Le problème des lits, il est surtout le problème des personnels compétents. Pour les gens dans les lits, on parle des lits, c'est pas un problème de lit, c'est un problème de personnel compétent. Alors après, ça devient un cercle vicieux. Comme le malade n'est pas au bon endroit. Il a une insuffisance cardiaque, mais il est en rhumatologie. Alors, ça va. Après, il va revenir en cardiologie, mais on aura perdu du temps. Il aura été hospitalisé plus longtemps. Le système ensuite se désorganise tout seul.
Et ça Au lieu engendre d'avoir des des coûts filières de importants, soins surtout. efficaces et avec des coûts. C'est-à-dire que un des paradoxes, c'est au fond, on est maintenant en 4e position en pourcentage du PIB dans les dépenses. Derrière l'Allemagne, derrière la Suisse, derrière les USA qui, eux, dépensent énormément. On est comme dans les pays riches. Et on se dit pourquoi ça se dégrade? Parce qu'on a cette désorganisation, parce qu'on a une médecine très prescriptive, beaucoup de choses très inutiles qui sont prescrites, très répétées d'examen, et parce qu'on a des coûts de gestion absolument incroyables. On est très au-dessus de la moyenne de l'OCDE. On est 2e derrière les USA en pourcentage de coûts de gestion. Alors ça, c'est global dans beaucoup des secteurs de l'administration française, des coûts de gestion. Mais à l'hôpital, pourquoi? C'est quoi? Il y a trop de couches, trop de... Quand vous dites, c'est pas seulement l'administration. Nous, Non. on a des coûts de gestion terribles parce Ouais. qu'on a un doublon, sécurité sociale et complémentaire et assurance Ouais. mutuelle et autres. Pour chaque soin, on a une double gestion. Ouais. Ouais. Hein, donc on a un système mixte. Alors à l'hôpital, pareil, on a une logique mixte qui est folle, qui est on veut vous gérer comme une grande surface, Ouais. et en même temps, vous avez des contraintes budgétaires et des normes budgétaires en permanence. Ouais. Ouais. Donc vous avez une suradministration. On a 30% en plus de personnel administratif que les Allemands. Ouais. Bon, Mais donc en fonction des actes, ça veut dire que c'est un manque à gagner pour l'hôpital ou un manque à gagner pour la sécurité sociale. Ah en oui, fait. ça c'est une histoire folle. On a mis un système de tarification de l'activité Oui. qui fait on envoie aux soignants et aux directeurs augmenter l'activité, augmenter l'activité. Au lieu de faire un séjour, faites-en 2. Faites revenir les malades. Bon, comme une activité, vous vendez D'entreprise. comme une entreprise. Vous cherchez à vendre, mais c'est la Sécu qui paye. Mm. Donc on devrait avoir une logique qui est tout ce qui est nécessaire aux malades au moindre coût pour la collectivité. Ouais. Or, c'est pas du tout ça qu'on envoie. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? On dit, vous codez, c'est-à-dire vous faites une facture maximale à la Sécu. Donc, on embauche des gens pour rédiger les factures les plus chères possibles à la Sécu. Laquelle met des contrôles. Alors, vous parlez de bureaucratie. Oui, vous mettez c'est des bon. contrôles. Ouais. On sort les dossiers. Ouais, On valide les dossiers. On freine. Bon, alors on retoque, on dit ah ben non, ça va pas. Alors on porte plainte, on discute. Bon, c'est un coût bureaucratique invraisemblable, à la fois de marchandisation et Ouais. de bureaucratisation. Bon. On a les deux. Professeur Grimaldi, vous apportez quelques solutions, hein, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Comment aussi on en est arrivé à avoir des urgences qui vont fermer la nuit et qui ferment la nuit en France aujourd'hui? Ça, c'est quand même rarissime. Ça vient d'arriver à Draguignan, à Laval. Je crois qu'il y a un autre hôpital qui est concerné. Comment peut-on arriver à cette situation? Les conditions de travail sont telles que les gens ne viennent plus, les urgentistes quittent l'hôpital, et quand vous n'avez plus le personnel, vous dites il faut fermer, donc il faut aller à 50 km ou à 80 km, aller à Rennes. Et pourquoi Alors à Rennes, oui, ça s'embouteille, Oui, donc les gens sont sur des brancards. oui. Alors il y a 3 secteurs qui sont complètement dans une crise. Dans la crise, il y a encore plus en crise. Il y a Ouais. la pédiatrie Oui, qui est en crise, je vous ai parlé de la oui, bronchiolite. tout à l'heure. Il y a la psychiatrie, Mhm. où beaucoup de malades psychiatriques sont maintenant soit dans la rue, soit en prison. Ouais, ouais. On a abîmé les secteurs psychiatriques avec une vision, alors là, Ouais. la vision marchande dans la psychiatrie, vous voyez, et puis on a les urgences. Pourquoi les urgences? Parce qu'on est au carrefour de 2 crises. La crise de l'hôpital, qui fait qu'on a diminué les lits, et donc vous devez être hospitalisé, il n'y a pas de place, vous êtes sur un brancard, ou bien on vous met dans un service qui ne correspond pas à vos besoins. Et puis c'est la crise de la ville. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de permanence des soins en ville, ou une permanence... Plus de médecins plus- le et soir surtout- à partir et d'une surtout, certaine heure. Vous ne quoi. pouvez plus organiser Ouais, une réponse aux urgences en seul dans votre cabinet. ouais. Il faut un travail en équipe. Or ça, c'est un problème historique en France. On est très en retard dans la construction d'un service de médecine de proximité. Il y a les maisons de santé, il y a les centres de santé, mais c'est quand même très minoritaire, hein, c'est 15% seulement. Là, on est très en retard. Il faudrait des maisons de garde, parce que beaucoup de gens vont aux urgences, Pour des bobos, mais pour parfois être, la mais nuit. pour aussi, être vu, parfois. oui, mais c'est difficile Il de y a des savoir. choses. Ouais, oui, c'est Voilà. ça. Pour être Vous vu avez- même vous par une avez, vous infirmière. avez une gastroentérite, mais est-ce que vous savez si c'est grave ou pas Donc, il faudrait qu'il y ait des maisons de garde avec des professionnels de ville travaillant en équipe, ayant derrière l'hôpital, mais que l'hôpital ne voit que ce qui relève des urgences hospitalières. Au fond, c'est un peu ce qui s'est passé lors de la première vague du Covid. Tout d'un coup, aux urgences, les conditions de travail semblaient adaptées. Que des malades graves ou des malades Covid avec 2 filières séparées, mais plus les gens qui disent j'ai pas trouvé de généraliste, je viens vous voir. Ouais, ouais, Donc là, les urgences sont au carrefour de 2 crises. ouais.
Oui. Hein, évidemment, ça casse. Et on n'a pas suffisamment formé de médecins, donc c'est lié aussi à ça. C'est-à-dire qu'on avait un problème de personnel, mais il y a une trentaine d'années, on disait non, mais si on produit, si on fournit trop de médecins, enfin en règle générale, hein, chirurgiens, médecins, spécialistes, etc., ça va inciter à faire plus de dépenses également. Exactement. On disait c'est la pléthore médicale. Oui. Et jusqu'en 2003, la Sécurité sociale a financé des médecins pour qu'ils partent en retraite anticipée. Ouais. 10 000 médecins sont partis en retraite anticipée parce qu'à l'époque, on parlait de pléthore. Parce qu'on a une logique qui est folle de traiter, encore une fois, la santé comme une marchandise. C'est-à-dire que on va mettre des médecins, donc il va faire revenir les malades, donc il va les voir régulièrement, donc il va faire des ordonnances. Supprimons les médecins, il y aura moins de malades. Ah oui, d'accord. Bon, c'est une drôle de... Et au lieu de dire comment on travaille en équipe et comment on sort d'un paiement à l'acte où tout est payé à l'acte. Ouais. Alors, comme on met une consultation à 25 €, bah, vous voyez le malade 15 minutes, puis après vous faites une longue ordonnance. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas adapté du tout. Alors, ça peut être adapté à une maladie aiguë simple, c'est pas adapté à une maladie chronique. Ou les malades, il faut peut-être les voir certains tous les 6 mois, certains tous les ans, d'autres plus souvent, d'autres plus longtemps. Donc, il n'y a qu'un forfait qui peut répondre à ça. Donc, notre paiement à l'acte, qui a été, comme la tarification à l'activité, est adapté à une partie de la médecine, mais pas du tout à la maladie chronique, pas aux choses complexes. Et donc, on est resté là. Alors, les médecins ont leur responsabilité dans cette situation. Oui, pourquoi? Il n'y a pas que l'administration, parce qu'eux-mêmes demandent de lutter contre le pléthore médical et eux-mêmes sont accrochés au paiement à l'acte. Oui. Ça faisait unanimité, droite, gauche, gestionnaire de la Sécu, médecin, tout le monde, le Conseil de l'ordre, tout le monde était d'accord. Bon, comment vous voyez l'hôpital et puis la santé, notre système dans un instant? C'est ce que vous allez nous dire, professeur Grimaldi. Et puis on fera aussi un point peut-être aussi sur l'épidémie, sur le Covid-19 également, où il y a des résurgences et puis ensuite il y a discussion entre est-ce qu'il faut une troisième dose ou pas, et puis l'efficacité du vaccin. On voit ça dans un instant. Et puis ce livre, un manifeste pour la santé 2022 aux éditions Odile Jacob, on revient dans un instant, il est 9h27. Il est 9h31, manifeste pour la santé 2022 aux éditions Odile Jacob avec le professeur André Grimaldi qui est avec nous, professeur émérite de diabétologie au CHU Pitié-Salpêtrière. Oui, on va voir quelles sont les solutions éventuellement. C'est-à-dire qu'il y aurait de la formation à faire, par exemple, pour les infirmiers et les infirmières, ce que vous avez évoqué à l'instant. Mais avant ça, peut-être un point sur le Covid. Là. Comment vous voyez, vous, la situation en étant sur le terrain, à la Pitié-Salpêtrière, et puis spécialiste, quoi, aussi. Non, alors... Spécialiste, pas du Covid, bien sûr, mais spécialiste de la santé. Par rapport à beaucoup de ce qui est dit, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas infectiologue. C'est vrai. Donc, ce que je perçois, c'est que ce virus continue à circuler. Et dans les situations hivernales, il a tendance à circuler plus. Alors, le vaccin est à ce jour très efficace pour éviter les formes graves. Oui. C'est pas 100%, mais néanmoins très efficace. Par contre, il ne fait que diminuer par 2, par 3 ou par 4 la contagiosité, mais il ne la supprime pas. Oui. Donc, être vacciné n'empêche pas de maintenir les gestes barrières. Oui. Le masque, le lavage des mains. Donc, voilà. Et tant qu'il circule, il mute. Pour le moment, on n'a pas de mutants qui résistent au vaccin. Oui, c'est ça. C'est un danger. Oui, c'est ça, parce qu'on avait cette crainte il y a quelques mois qu'il y ait une mutation en fait très très, très forte et qui passe au-dessus en fait des vaccins et des traitements, parce qu'on cherche aussi des traitements dans le même temps. C'est pas le cas. Néanmoins, si on est immunodéprimé, si on est âgé, il semble que le vaccin sera moins efficace. D'où la nécessité de l'histoire de la troisième dose. Oui. C'est-à-dire de relancer le taux d'anticorps neutralisant pour maintenir une immunité. Et y compris, alors, pour les personnes fragiles, mais les autres également, quoi. Les autres personnes plutôt en bonne santé. Pour le moment, essentiellement, ce qui était décidé en France, et je crois que c'est raisonnable, les personnes âgées et les personnes fragiles qui sont immunodéprimées, dialysées. Mais pour vous, ça vous semble quand même inéluctable que ça aille beaucoup plus loin que les personnes qui ont eu leur vaccin il y a 6 mois, 8 mois, etc. Parce que ça s'émousse au fil du temps, c'est ça l'efficacité. C'est ce qui semble. Oui. Et donc, il est tout à fait possible qu'il faille, comme pour la grippe, une vaccination annuelle, régulière, tant que ce virus ne se transforme pas en un virus qui donne le rhume
Ouais. Et auquel cas, il ne faudra surtout plus vacciner et avoir le rhume et terminé. Hein. Maintenant, on a appris... C'est ce qui peut se produire, quoi, dans l'évolution. C'est ce qui peut se produire. Ouais. Mais il peut aussi se produire qu'il devienne... Là, c'est un problème. Le mutant le plus contagieux l'emporte. Ouais. Si ce plus contagieux se trouve être moins grave, c'est très bien. Et si jusqu'à présent, c'est plutôt l'inverse. Oui, oui. Hein. Donc, voilà. Dans les hôpitaux, comme à la Pitié-Salpêtrière, on respecte aussi toujours les gestes barrières, parce que bien souvent, on sait qu'il y avait malheureusement des maladies qui se déclenchaient en fait à l'hôpital, parce que contamination, quoi. Bah, notamment la grippe chaque année. C'est vrai qu'avant, il n'y avait pas de gestes barrières, et non seulement à l'hôpital, mais surtout dans les EHPAD, du personnel, pas seulement soignant, mais le personnel secrétaire ou autre, amenait le virus. Dont pouvaient mourir des personnes très âgées, fragiles. Donc ça, c'était quand même choquant. Donc là, on a aussi une culture à reprendre sur la vaccination obligatoire des soignants. Vous savez qu'il a fait polémique, et dans les territoires d'outre-mer, encore plus. Oui. Alors que c'est une règle éthique élémentaire. Hein. Vous ne pouvez pas aller à l'hôpital pour vous faire opérer et qu'on vous colle le Covid, et que ce soit des soignants qui vous le codent. Professeur Grimaldi, s'il y avait, pour revenir à votre livre, qui est un état des lieux et un manifeste pour une santé à l'occasion, là d'ailleurs, de la présidentielle, s'il y avait 3 priorités à appliquer pour réformer et améliorer notre système de santé. 3 priorités. Oui, parce que non, mais il y a beaucoup de pistes dans votre livre. Mais parce qu'elles se tiennent. Oui. La première, c'est qu'il faut cesser de traiter l'hôpital comme une entreprise avec une tarification à l'activité, comme vous vendez des boîtes de petits pois sur le supermarché. Il faut qu'il y ait une dotation et que cette dotation soit adaptée aux besoins et qu'elle soit co-gérée avec les soignants. Oui, mais alors là, on peut vous dire, il y en a certains qui vont mal gérer, et puis alors pendant que les autres font des efforts. Quoi. Oui, alors du coup, il faut que cette dotation soit modulée en fonction de l'activité. Un certain nombre de critères. C'est-à-dire, vous n'avez pas une rente à vie. Et les critères doivent être simples. Vous avez un budget à gérer. Et je vous donne un exemple concret. Je vois un malade qui avait cancer du pancréas grave. On me l'envoie en consultation. Un taux de sucre dans le sang très élevé. Si je veux être rentable, je l'hospitalise tout de suite. Il n'était pas en mauvaise santé, il en avait assez d'hospitalisation. On l'a géré en ambulatoire, il a pu rentrer chez lui, on lui a appris à faire des piqûres d'insuline, il m'a envoyé ses résultats par télémédecine. Bon, et il n'a jamais été hospitalisé. Bon, mais j'ai fait perdre de l'argent à mon hôpital. Oui, c'est ça. J'avais fait gagner à la Sécu. J'en ai fait gagner aux malades qui, lui, étaient contents en qualité de vie ou de fin de vie. Hein. J'ai fait perdre de l'argent à mon hôpital. Bon. Donc, si j'avais un budget à gérer... Il y a des sanctions contre ça. Vous pouvez être sanctionné. Pas du tout. C'est-à-dire qu'au contraire, tout le monde aurait dit, mais vous hospitalisez. Même mon directeur aurait dit, mais Grimaldi m'a dit, qu'est-ce que vous faites là? Ce malade, il doit être dans un lit. L'hôpital dit, mais il faut que ça tourne. Faites sortir les malades et faites rentrer. Lui, il est gestionnaire. Il dit, si on est en faillite, on va sucrer, on va diminuer quoi quand on est en faillite? Là, un investissement. Et puis 2, on diminue le personnel. Et comme on dit, le personnel, les conditions se dégradent. Et donc d'où la crise actuelle. C'est la roue du hamster. Et puis un jour, le hamster tombe d'un jour. Premièrement, on arrête avec cette tarification d'activité une dotation, et une dotation qui soit à la hauteur des besoins. Parce que si on vous met une dotation de misère, comme on fait pour la psychiatrie, il faut que cette dotation soit co-gérée. Et qu'elle soit évolutive, ce que vous dites. Autrement, vous avez créé une rente. Il faut qu'elle soit évolutive sur des critères simples. Combien de patients vous avez de nouveaux patients? Quelle est leur gravité? Quel est le degré de précarité dans la population? Donc des critères très simples, et puis on fait évoluer votre budget annuel que vous avez en co-gestion. Parce que là, c'est le tarif qui guide la pratique, là. C'est complètement fou. Deuxième chose, il faut que les infirmières elles aient une carrière. Quand vous êtes 5 ans dans un service en réanimation, vous êtes infirmière de réanimation spécialisée, vous avez eu des formations et vous avez un statut et un salaire. C'est pareil pour toutes les spécialités. Oui, c'est-à-dire que ce soit reconnu, quoi. C'est comme une validation d'acquis, en quelque sorte. C'est ça. Validation des acquis d'expérience, ça suppose une stabilité dans la discipline. Bien sûr. Vous êtes en oncologie, en hématologie, disons 5 ans, et vous avez eu des formations, et vous avez une augmentation de salaire très significative. Parce qu'en salaire des infirmières, la France était en 28e position sur 32 pays de l'OCDE. Alors on est passé en 16e position après le Ségur. On n'est même pas à la moyenne. Par contre, en frais de gestion, encore une fois, on est très au-dessus. En frais de gestion, on est 2e après les Américains. Bon, donc ça c'est... Deuxième point. Deuxième point. Puis troisième point, il faut développer centres de santé pluriprofessionnels où travaillent en équipe. En ville aussi, on doit travailler en équipe. Infirmières, médecins, kinés,
psychologues, c'est doivent travailler en équipe, soit dans des centres de santé, c'est un statut équivalent fonctionnaire, soit de médecine libérale, mais en équipe. Donc ça suppose qu'on remet en cause aussi un paiement à l'acte pour ce qui ne relève pas du paiement à l'acte, la maladie chronique. Je reviens aussi sur les infirmières libérales, cette fois-ci. Ça veut dire qu'il faut leur donner la possibilité de faire d'autres actes que ceux qui absolument, mais à condition, encore une fois, de travailler en équipe. Oui. Parce que si c'est chacun, ce qu'on fait en France, c'est chacun dans son coin. Les infirmières libérales sans les médecins sans les infirmières libérales, la ville sans l'hôpital. Ça dysfonctionne complètement. Mais on ne peut pas les obliger aussi à travailler complètement ensemble sous un même toit. Ça peut être une coordination, c'est ça, une collaboration. Ça peut être une collaboration, mais il faut que ce soit une effective collaboration, pas seulement je t'envoie le malade. Est-ce qu'on a un dossier partagé? Est-ce qu'on partage le dossier? Est-ce qu'on a des réunions communes? Ça se fait comme un petit peu, non? Ça commence. Oui, ça commence. Ça commence, on est en retard. Non, mais les maisons de santé, ça existe. Les communautés professionnelles de territoire, c'est ce que vous dites. Ça se met en route. Mais c'est très laborieux parce qu'on est chacun dans son business. Et comme vous êtes payé à l'acte, vous n'avez pas trop envie de déléguer à l'infirmière. Vous dites, celui-là, il n'a pas grand-chose. Je vais le voir, ça me fait 25 € alors que je suis mal payé. Donc, il faut sortir d'un paiement à l'acte pour pouvoir réellement mais alors partager. Comment on sort les auditeurs se posent la question de sortir du paiement à l'acte. Oui, mais alors comment après Quelle alternative? Voilà, c'est ça. Vous avez deux solutions. Vous pouvez dire, un patient diabétique, vous le voyez pour l'année, il est inscrit dans votre consultation, c'est telle somme pour l'année. Il y en a qu'il faudra voir souvent, il y en a qu'il faudra voir plus lentement. Vous avez un cahier des charges, il y a un bilan annuel qui doit être fait, mais si le malade se soigne bien, il n'a pas besoin de vous voir pour renouveler l'ordonnance. Finalement, pendant la crise Covid, il y a eu des malades qui ont perdu de chance parce que ça n'allait pas et ils ne consultaient pas, mais il y avait aussi des malades qui allaient voir leur pharmacien qui renouvelaient l'ordonnance. Oui, alors c'est vrai. Alors pour prendre leur antihypertenseur, tous les pharmaciens ne sont pas d'accord. Ils disent votre ordonnance est périmée, donc retournez. Mais pendant le Covid, ils avaient le droit. C'est donc on prend votre tension, vous prenez vous-même votre tension, elle est bonne. Vous continuez votre traitement, puis vous voyez votre médecin une fois par an. Mais ça suppose que votre médecin, il n'est pas payé à l'acte. Donc il faut pouvoir sortir pour une partie de la médecine, soit ce qu'on appelle la capitation, c'est-à-dire un forfait annuel, soit une dotation si c'est un centre de santé ou une maison de santé. Vous avez combien de patients qui sont inscrits? Quelle est la gravité générale? Si c'est en médecine de premiers soins, primaire, c'est à peu près la même somme. Vous avez une somme globale que vous co-gérez. Professeur Grimaldi, il y a un autre sujet aussi dans le recrutement des jeunes pour aller vers les professions médicales. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une crise de vocation en disant... dans la médecine, et notamment je pense aux généralistes, peut-être aussi un petit peu aux infirmières, mais aux généralistes, c'est beaucoup d'heures, et finalement on n'est pas forcément toujours très bien rémunéré. Ce qui fait que certains ne vont plus vers cette profession. Il n'y a pas de crise de vocation. Ça, c'est complètement faux. Les jeunes, et c'est logique, c'est inhérent à l'espèce humaine, sont attirés par les métiers du soin. C'est vrai qu'au concours de médecine, il y a toujours énormément de jeunes et peu d'élus. Et pareil pour les élèves infirmiers. Énormément de candidats. Et vous pensez à Médecins sans frontières, Médecins du monde, et on a eu les prix Nobel pour ça. Donc l'idée du soin et de l'altruisme fait partie de l'espèce humaine et c'est une bonne chose. Donc quand on parle de crise de vocation, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de crise de vocation. Non, il y a une crise qui est que le vécu de ces études, c'est une école de démotivation. Vous voyez des conditions de travail dégradées, vous voyez des normes, vous perdez toute liberté, vous dites à la fin, vous dites mais pourquoi je fais ce métier? Pourquoi j'ai choisi ça? C'est pas pour ça. C'est pas ça que je voulais faire. Surtout, par exemple, sur la liberté d'installation des médecins. Sur beaucoup de choses. L'idée de vous voyez à l'hôpital un travail en équipe. Alors maintenant dégradé. Mais avant vous voyez un travail en équipe et après vous vouliez le faire en ville. En ville, c'est pas possible. Bon, d'accord, on vous dit vous allez dans un désert médical, mais si c'est le désert en général, comment vous y allez avec vos enfants, votre épouse, quelles sont les conditions de travail qu'on vous propose? Donc ça suppose de repenser de cette vocation ce qu'on en fait. Moi, ce que je vous dis, c'est que les études de médecine et le métier, de même qu'un infirmier, sont des écoles de démotivation auxquelles il faut résister. Alors moi, j'appelle les jeunes à résister. Gardez votre motivation, que moi j'ai gardé toute ma carrière. Que vous avez encore aujourd'hui, ça se sent dans vos propos. Un peu, j'ai envie de défendre ce que j'ai connu. Moi, j'ai connu une fantastique liberté à l'hôpital, avec un sentiment de progrès continu, à la fois scientifique et social.
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous avez l'impression que ça patine. Non, les quoi. jeunes vivent un sentiment de régression. Mais les jeunes, ce sauf sont la recherche. les internes. Internes, chefs de clinique, Ouais. c'est juste après l'internat, Ouais. qui restent à l'hôpital, qui tiennent l'hôpital. Hein. Ouais. L'interne, les jeunes chefs de clinique, c'est eux quand même qui tiennent l'hôpital. Et les praticiens hospitaliers jeunes, ils ont le sentiment de vivre une régression. Ouais, ouais. Donc, et dans un sentiment en même temps de perte de liberté. Ouais. Nous, on avait un sentiment de grande liberté, de s'organiser comme on le souhaitait et d'avoir. Moi, je me rappelle d'un directeur qui était au service. Je lui ai dit, oh, écoutez, on a 50 lits, c'est beaucoup trop. On passe à 35, on garde les infirmières. Monsieur Grimaldi, on y va. Ouais, ouais. J'avais un directeur qui nous écoutait, à qui on parlait médecine. Mmh. Là, maintenant, c'est nous qui rendons des comptes. Ouais. Comment ça se fait que vous êtes moins rentable qu'avant? Comment ça se fait qu'il y a moins de séjours chez vous? Comment ça se fait que les malades restent plus longtemps? Et vous êtes culpabilisé, vous devez rendre des comptes. Oui. Allez, on va poursuivre avec vous encore quelques minutes parce que c'est passionnant. Manifeste pour la santé 2022 aux éditions Odile Jacob, le professeur Grimaldi. Si vous avez des questions à poser, Ouais, n'hésitez pas. hein. 0826 300 300. Vous êtes peut-être médecin ou en tout cas infirmière, vous voulez poser votre témoignage, eh bien on vous attend au standard. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h47, c'est un peu la refonte totale de la santé. Manifeste pour la santé 2022 par le professeur André Grimaldi aux éditions Odile Jacob et vos appels au 0826 300 300. Et c'est Pierre de Paris. Oui, Pierre de Paris. qui est avec oui. nous. Bonjour Pierre. Oui, bonjour à tous. Écoutez, oui, je voulais apporter un témoignage et il faut que les auditeurs et les Français sachent que la situation est vraiment catastrophique dans les hôpitaux. Alors, on a parlé des urgences, de la psychiatrie. Moi, je voudrais attirer votre attention sur la gynéco-obstétrique. Ma fille est interne en gynéco-obstétrique dans un grand CHU de province. Ouais. Et là, elle vient de vivre 6 mois affreux avec un effectif de 50% en moins des praticiens hospitaliers, notamment des jeunes femmes qui étaient enceintes, qui avaient des jeunes enfants, donc qui ont pas pu être présentes pendant 6 mois, et avec en résultat en fait un burn-out d'un interne qui a failli se suicider, qui a été arrêté au dernier moment, et qui a changé de filière, et des journées de 8h à 20h avec plusieurs opérations, des fausses astreintes, c'est-à-dire que quand vous êtes d'astreinte, par exemple, on vous appelle s'il y a besoin de vous, et là on vous dit non, vous venez le samedi matin, en plus de vos 80 heures par semaine, vous venez le samedi matin jusqu'à 2h de l'après-midi, vous venez le dimanche jusqu'à 2h de l'après-midi, et vous vous retrouvez avec des quotas horaires qui sont incroyables, quoi. Je veux dire, Ouais. Donc, si vous voulez, la situation, elle est dramatique. Et là, il faut qu'il y ait un mouvement national des chefs de service, des internes, en mettant tout sur la table. Alors, petit exemple, c'est qu'on a fait appel à des médecins étrangers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des médecins italiens qui viennent en France, qui ont des primes d'installation de 50 000 € et qui sont exemptés d'impôts pendant 5 ans. Tout ça parce qu'on n'a pas voulu ouvrir le nombre de médecins. Des français médecins pendant- italiens. Ah oui, moi je Oui, ne savais donc, pas si parce vous que voulez, je sais on qu'il y avait marche sur la des. tête. Oui, il y a Dans les eu. déserts médicaux, on Ouais. fait appel à des médecins italiens et donc qui ont passé le CN, mais qui ont Ouais. été voilà. Mais ça veut dire qu'on marche sur la tête, si vous voulez. Et donc il y a urgence. C'est pas compliqué à gérer. Moi je crois que c'est pas du tout compliqué à gérer. Ça a été bien géré pendant des années. C'est-à-dire que Bah oui, mais alors pourquoi ça s'est déréglé selon vous, Pierre? Ben moi, c'est très simple, c'est-à-dire qu'il y a une incompétence totale au niveau de l'administration pour gérer, comme le disait le professeur Grimaldi. Avant, les directeurs d'hôpitaux étaient à l'écoute des médecins. Maintenant, les directeurs d'hôpitaux, ils sont la doigt sur la couture du pantalon de l'ARS, et l'ARS réfère au ministère, et on veut gérer tout sur des tableaux Excel au niveau du ministère, ce qui n'est pas possible. Quand vous avez une maternité et qu'il y a 50% d'effectifs en moins, il faut gérer localement. C'est du local, c'est pas du national. Ouais. Voilà. Bah, merci Pierre pour votre témoignage. Je vous en prie. Restez en ligne avec nous. Peut-être que le professeur Grimaldi, sur ce réaction. témoignage, bon, alors il ne faut pas généraliser, mais quand même. Non, la situation est effectivement dramatique. Ouais. La logique dont je vous parlais s'est cassée en 2017. Ouais. En 2017, pour la première fois, les activités n'augmentent pas, mais on continue à baisser les tarifs de 1%. En 2018, on continue à baisser. Et ça casse. Ça s'est cassé complètement en 2019. Donc maintenant, après, il y a eu l'illusion du Covid, parce qu'on dit on a tenu. Il y a eu une espèce d'euphorie. Ouais, quoi, oui, c'est ça. On a Ouais. tenu, c'est la preuve qu'on tient. Bon, maintenant, c'est en train de casser pour de bon. C'est-à-dire, dans certains services, plus de la moitié des lits fermés, dans des services aussi importants que le neurovasculaire, les accidents vasculaires cérébraux. Ouais. Il y a une tribune là, des collègues chefs de service neurovasculaire qui sonnent l'alerte, c'est-à-dire qui trient les malades. Là, le tri, on va y être. Ouais. Hein.
Donc, Et ça, indépendamment du Covid, bien alors, sûr. Quoi, le problème, c'est de... ça a été aggravé, quoi. Voilà, attention. Le Covid, c'est un révélateur et ça crée une illusion qui a été la première vague. On a vu une mobilisation exceptionnelle. Bon, et qui rappelle d'ailleurs la motivation dont vous parliez, les valeurs dont vous parliez. Ouais. Hein. Attention à dire, c'est l'administration. Oui, on a un management, mais simplement, on a décidé en 2004 puis 2008 d'avoir toute la tarification à l'activité, la logique marchande, et puis à partir de 2008 on a dit on va serrer les budgets. Hein, et tous les gouvernements, y compris le précédent quinquennat, hein, c'est les 3 quinquennats, ont serré les budgets plus que les autres pays. Hein. Donc, voilà, on met une logique à la fois marchande, vous devez vendre des séjours, et en même temps vous avez des tarifs qui sont de plus en plus réduits. On casse la machine. Les directeurs, ils ont fait qu'appliquer. Ils ont appliqué quoi? Je vous disais, hein, effondrement de l'investissement, ce qui est dangereux pour l'avenir. Et deuxièmement, réduction de personnel. Ouais. Bon, après, le cercle vicieux se met en place. C'est-à-dire que les anesthésistes partent parce qu'ils sont mieux... Si on vous gère comme une clinique commerciale, vaut mieux aller dans une clinique qui au moins sauf que dans les cliniques, c'est pas toujours aussi rose. Hein. Nous avions des sages-femmes ce matin en ligne qui nous disaient, par exemple à Toulouse, puisqu'il y a un mouvement de grève qui a été entamé en fin de semaine dernière, qui se poursuit ce matin, où elles sont moins bien payées, disent-elles, que dans le public, dans l'hôpital public. C'est clair, vous aurez cette logique... du commerce qui fait que y a ceux qui arrivent, ceux qui arrivent pas, et voilà, ceux qui ferment, ceux qui sont rachetés. Ça peut pas être ça la santé. Hein. Un service de santé, ça peut pas être ça. Est-ce qu'il faut mettre fin à cette surenchère salariale justement sur l'intérim médical? Oui, évidemment. C'est-à-dire qu'il faut si on veut qu'il y ait un service public, que les gens puissent travailler ensemble en équipe sur un territoire. Vous pouvez pas à un endroit où on gagne 2 fois plus qu'ailleurs. Vous n'aurez pas d'équipe. C'est ce qui se passe dans les urgences. Il y a des urgentistes. Oui, non, mais je serai pas là parce que je vais aller travailler grosso modo 100 km plus loin parce que je suis mieux payé. Mais pour les anesthésistes notamment, les chirurgies. Vous aurez des listes et vous avez des anesthésistes qui vous diront mais moi je suis intérimaire. Alors évidemment, penser à ça pour la maladie chronique, c'est quand même impensable. C'est une équipe stable. Mais pour des gestes aigus techniques, vous pouvez dire moi je me vends. Là je suis à l'hôpital, là je suis en clinique, je vais tantôt à l'hôpital, mais je regarde le plus offrant. Alors si on pousse à ça, si on dit mais la santé est un business comme un autre, une industrie, on a inventé le terme médecine industrielle, médecin ingénieur, hôpital entreprise. Si c'est ça qu'on a mis en route quand même. À propos d'industrie, vous avez un chapitre qui concerne aussi l'industrie pharmaceutique. Oui, alors là c'est plus compliqué pour une raison qui est que c'est à l'échelle internationale. Vous ne pouvez pas raisonner seulement à l'échelle nationale. Mais enfin, il y a quelque chose qui est incroyable, qui sont les médicaments anciens, essentiels, qui restent l'essentiel de la prescription. Il n'y a pas que les médicaments nouveaux. En cancérologie, en cardiologie, l'hypertension, c'est que des médicaments anciens, qui sont ce qu'on dit génériqués, c'est-à-dire qu'ils sont tombés dans le domaine public. Du coup, ils sont plus rentables pour l'industrie. Donc, les principes actifs ont été délocalisés en Chine et en Inde, pour 80%. Il n'y a plus que les façonniers en Europe, ceux qui font les ampoules, les comprimés, etc. Et il y a des ruptures de plus en plus fréquentes. Chaque année, on double le nombre de ruptures. Vous avez un anticancéreux, on l'a plus. On va vous donner un équivalent, qui n'est pas tout à fait pareil, et puis effet secondaire, et puis donc ce qu'on appelle perte de chance, c'est une manière voilée de dire complications graves ou mortalité. Ça se voit pas. C'est des malades, et c'est de plus en plus fréquent. Donc il est indispensable que, y compris on a vu le curare, on a manqué du curare. Mais c'est très grave. Ou certains médicaments pendant la pandémie. Donc il est indispensable qu'en Europe et en France, on ait un pôle public pour avoir les médicaments essentiels. Tomber dans le domaine public, c'est plus rentable pour l'industrie. L'industrie, elle fait du business, très bien, mais ça, on en a besoin. Oui, mais alors comme nous sommes, on va vous répondre, mais nous sommes déjà endettés, la dette publique était énorme et colossale, donc on ne peut pas non plus... Mais ça coûte beaucoup plus cher. Les ruptures de médicaments coûtent beaucoup plus cher à la sécurité sociale. Mais on peut pas les contraindre. Écoutez, si, il faut contraindre les gens qui ont mis l'autorisation de mise sur le marché à avoir 6 mois de stock. Après de nombreuses discussions, on vient d'obtenir un engagement de 2 mois. Alors que la demande était qu'il y ait 6 mois de stock. Mais il faut que... je ne sais pas si vous avez vu, vous rappelez que le président a été avec le président d'Aventis pour dire que... de Sanofi, pour dire que le paracétamol serait désormais produit à nouveau en France.
C'est pas un médicament essentiel, mais on en fait tout un tam-tam. Ouais. Hein. Bon, voilà. Il y a du chemin encore. 20 ans d'égarement, il est temps de changer. C'est le sous-titre de votre livre, hein, professeur André Grimaldi, Manifeste pour la santé 2022. C'est aux éditions Odile Jacob. Merci d'être venu ce matin pour faire un tour d'horizon très vaste, hein, donc sur ce qui ne va pas dans ce monde de la santé. Et André Berkoff y reviendra aussi d'ailleurs ce midi avec Frédéric Bizarre, qui est lui un économiste spécialisé en santé aussi, qui sort un livre actuellement.